Ah, dans la vie, souvent. Ça arrive, des choses commencent tout seul, sans qu'on s'y attende. L'improvisation, peut-être que tu nous en parleras tout à l'heure. Ah, si tu veux. Si tu m'en parles gentiment, tout ce que tu veux. Alors bonjour déjà, on commence comme ça peut-être. Bonjour, mais ça fait 5 minutes qu'on est ensemble. C'est vrai. Bonjour. Et merci encore de m'accueillir dans tes bureaux Plaisir. de Lyon. Un plaisir. Qui sont magnifiques et bien placés en plus. Merci. Carole, j'ai lu que tu étais championne d'Europe des conférenciers. Donc ça, c'est pour te présenter un petit peu. Oui. Tu es oratrice, tu es maître de cérémonie, anglaise d'origine. Oui, oui, oui. Installée en France depuis de nombreuses années. De très, très nombreuses années. Depuis plus d'années en France qu'en Angleterre. Et tu nous inspires par rapport à oser rêver et à d'autres choses, notamment la prise de parole en public. Exactement. Alors, moi, je viens de te présenter avec ce que j'ai compris de toi. Est-ce que tu aimerais te présenter toi avec tes mots? Ben oui, parce que c'est quand même un sujet que je connais très très bien. Alors effectivement, ce que tu as dit est juste. Je me présente quand même pas tout à fait comme ça, parce que il est très important que ce que je dis soit clair et intéressant pour les gens qui écoutent. Je vais plutôt te dire que dans ma vie, je fais 3 choses. Et je ne sais pas laquelle j'aime le plus, à vrai dire. Alors, on va commencer par mon activité de coach, parce que j'accompagne des gens qui prennent la parole en public. Des leaders, des managers, des chefs d'entreprise, des conférenciers, des start-upers, des gens qui ont une conférence, une réunion à animer, une occasion où il y a quelque chose qui leur fait dire « j'ai besoin d'un petit coup de main ». Alors, bon, est-ce qu'ils me connaissent? Est-ce que j'étais recommandée? Ou est-ce qu'ils tombent sur mon profil LinkedIn? Et là, ils se disent, mais bah, celle-là, elle a l'air un peu hors norme. Effectivement. Et ça, je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui est en rapport, peut-être au niveau inconscient, ils se disent, j'aimerais que ma prise de parole soit hors norme, soit extraordinaire aussi. Alors, on va voir ce qu'elle sait faire. Alors, les gens viennent me voir parce qu'ils ont besoin de faire une prise de parole, donc extraordinaire, mieux que d'habitude. Et donc, ils viennent me voir en posant des questions qui ne sont pas forcément des bonnes questions. Parce qu'ils disent, souvent, ils vont s'asseoir avec leur diapo de la fois d'avant, bon, moi, je vais refaire tout ça, voilà, et je repars de quelque chose qui a déjà existé. Et je vais lui demander peut-être, qu'est-ce que je vais dire? Comment est-ce que je peux le dire? Quels sont les mots que je dois utiliser? Mais moi, je leur pose d'autres questions. Et je leur pose 2 questions surtout. C'est la première question pour toute prise de parole en public, y compris celle-ci, on essaye d'être cohérent, c'est quel est l'effet que je veux produire sur mon interlocuteur? Qu'est-ce que je veux lui faire ressentir? Est-ce que je veux l'amuser? Est-ce que je veux la séduire? Est-ce que je veux qu'elle signe un chèque? Qu'elle investisse dans mon entreprise? Est-ce que je veux qu'elle vienne travailler avec moi? Est-ce que je veux qu'elle me recrute? Quel est le résultat concret que je veux produire? Et c'est la première chose à demander pour toute personne qui prenne la parole en public. Oui, bien sûr. Et la deuxième question qui est importante, c'est pas tellement qu'est-ce que je vais dire, c'est comment je vais être. Comment est-ce que je vais pouvoir me comporter pour être moi? Parce c'est pas jouer un rôle, c'est jouer son propre rôle. Se montrer, oser se montrer. Comment est-ce que je vais pouvoir me montrer, mais sous mon meilleur jour? Les jours où je suis extraordinaire, je suis en forme,
où tout baigne. Et ils se posent jamais cette question. Mais moi aussi. Merci d'être là. Okay. Alors voilà, 2 questions à vous poser. Si vous voulez avoir une prise de parole bien réussie. À quel moment de ton existence, de tes expériences, tu t'es dit, c'est important pour moi de transmettre ce truc extraordinaire de prise de parole? Écoutez, j'ai commencé. Si tu as regardé l'une de mes conférences TEDx, tu connais toute ma vie. Tu sais que à l'origine, je suis venue en France pour étudier le français. Et bon, j'avais estimé que cela me prendrait 1 an. Et puis ensuite, je retournerai en Angleterre. Mais comme je n'ai pas très bien appris à parler français, je suis toujours là. Et ça fait plus de 40 ans. Moi, j'ai bien l'impression que tu parles très bien. Oui, mais c'est un prétexte. Mais bon, parfois, ce qu'on disait, il y a des choses qui nous arrivent alors qu'on s'y attendait pas. Et cette histoire d'amour avec la France, avec la culture française, avec la cuisine et le vin français évidemment, avec les mecs français, avec le cinéma, enfin tellement de choses. Paf, je suis tombée vraiment en amour avec la France. Je me suis sentie bien, je continue à bien me sentir, mais il y a aussi le fait d'être en norme, le fait d'être moi, souvent, je me présente comme travailleur immigré pour irriter les gens. Mais le fait donc d'être d'une culture différente te donne une position privilégiée. Parce que moi, quand je coach des gens, je suis convaincue qu'il y a des choses qui passent. Parce qu'ils disent, mais bon, elle est un peu folle anglaise. Des choses qui ne passeraient pas si c'était un Français pur souche qui le disait. Des exemples? Bon, moi je tutoie tout le monde, right? Et je me rends compte à quel point c'est important dans la culture française. Si tu es avec quelqu'un qui a un poste, un rôle qui est plus important, qui pourrait être considéré comme plus important que le tien, le fait de tutoyer ramène au même niveau. Alors moi je dis toujours, je tutoie tout le monde, je suis anglaise parce que je ne sais pas faire autrement. Alors, j'utilise ça un peu comme une excuse. Et le fait est que on sait que les conférenciers américains, les conférenciers britanniques osent faire des choses que les Français souvent ont du mal à adopter comme comportement. C'est ça qui t'a amené à apporter tes expériences aux Français en prise de parole en public? Oui, mais j'ai commencé comme prof d'anglais, qui est l'un des métiers le plus difficile qui soit. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent, ils sont perfectly fluent in English, mais le prof d'anglais doit gérer des personnalités différentes, gérer des niveaux de compétences différentes qui viennent de personnalités différentes. La personne qui est extravertie va parler plus que... donc, il faut gérer tout ça. Il faut plaire aux étudiants parce que sinon, ils ne vont pas écouter. Il faut surmonter des croyances un peu négatives. Moi, il faut que vous me corrigiez chaque fois. Il faut que je vois tout écrit. Ah bon, tu es expert en pédagogie, toi? Bon, et puis, bon, il faut les faire avancer en anglais. Alors, les profs d'anglais qui apprennent à faire ça ont acquis des sacrées compétences en pédagogie d'adulte, pédagogie et psychologie d'adulte. Et bon, si on peut utiliser ces compétences dans un domaine comme la prise de parole en public, pourquoi pas, hein? Alors, tu animes des conférences sur Oser ses rêves. Alors, bon, donc je t'ai parlé donc de ma première activité qui est coach en prise de parole, mais je donne des conférences. Oui. Je donne des conférences et le thème de ces conférences, c'est un sujet qui me préoccupe. Je suis obsédée par progresser.
apprendre, faire mieux. Ben, je suis formatrice, hein, right? Alors je pense que c'est un peu cohérent de vouloir toujours mieux faire. Et je me rends compte, plus je lis, plus je vieillis, plus je fréquente les gens, que souvent les limites, c'est nous-mêmes qui nous posons nos propres limites. Est-ce qu'on a les mêmes limites en France qu'en Angleterre, par exemple? Bon, alors en France, on est un peu limité par les tonnes et les tonnes de paperasse qu'on doit remplir. Mais en même temps, on est avantagé par une certaine créativité culinaire qui nous donne la possibilité de rêver et de prendre plaisir à ce qu'on voit dans l'assiette. Les Anglais quand on vit plus dans son pays, on a ce regard un peu décalé. On dit, oh, j'avais jamais remarqué ça quand je vivais en Angleterre. Alors, les Anglais sont supposés être la grande généralité, stéréotype. On est réservé, on se plaint jamais parce que bon, il faut surtout pas dire qu'on n'est pas content. Que tu me rentres dedans, c'est moi qui veux dire sorry, right? Alors, ce sont des stéréotypes les plus courants des Anglais. Mais en même temps, la langue anglaise est une langue vraiment beaucoup plus extravertie, beaucoup plus extravagante que la langue française. Et si ma voix fait des galipettes, bon, peut-être que physiquement, je vais me bouger aussi. Alors, donc on a une autre façon de bouger, on a une autre façon de respirer, on a une autre façon de parler, et tout ceci, bien sûr, a un impact sur notre façon de nous comporter dans la vie. Je vois tout à l'heure que tu utilises beaucoup tes gestes, ta voix qui chante. Ben, il y a un mot qui revient toujours après mes conférences, que je prends comme un compliment, et c'est le mot énergie. Right. Bon, chez moi en famille, ils vont dire plutôt, mais qu'est-ce qu'elle nous énerve, right? Le matin, right. Du calme. Mais quand tu arrives à allumer ton énergie, paf, à faire partir la flamme qui illumine tes rêves, tout ce que tu as toujours fait, c'est pas top ça? C'est incroyable, right? Alors, je ne peux pas m'empêcher de parler de cette flamme, de comment allumer la flamme. Il n'y a pas quelqu'un de chez toi qui a parlé de ça? Johnny Hallyday. Allumer le feu. Allumer le feu. Je sais Johnny Hallyday. Oh my God, right. C'est pas bien. Bon, c'est pas moi qui le chanterai avec toi. Hein. Je suis désolée. Je n'ai pas trouvé le titre. Voilà. Alors ça, c'est le thème de mes conférences. Et je trouve que si vous cherchez un coach, oui, il vaut mieux prendre quelqu'un qui sait parler en public lui-même. Cohérence. Ça, c'est un autre mot que j'utilise. La cohérence. Souvent. Oui. Et tu le définirais comment? Là, en anglais, on dit pratiquer ce que l'on prêche, walk the talk. Okay. Et c'est l'une de mes valeurs vraiment les plus chères. D'accord. T'as pas de légitimité. Personne va te croire si tu dis un truc et tu fais autre chose. À court terme et encore plus à long terme. C'est comme quand tu es sur scène, que tu joues un personnage auquel si tu y crois Ben, je t'ai dit, parce que ça c'est une question que me posent souvent les personnes que je coach en prise de parole. Okay. Ils disent, mais là, c'est comme jouer un rôle, c'est comme faire du théâtre. Dans la mesure où, je te dis, on définit l'impact que l'on veut. Oui. Qu'est-ce que je veux qu'elle ressente? Alors, quelle est la stratégie que je vais utiliser pour y arriver? Alors, ils disent, c'est comme faire du théâtre, bâtir la stratégie. Mais non, tu bâtis bien une stratégie si tu vas voir ton banquier et tu veux qu'il te prête quelques millions. Non, tu bâtis la stratégie, oui, mais c'est pas en train de faire du théâtre. Des fois, tu vois un beau mec, tu vas l'aborder, tu vas réfléchir à ta stratégie d'attaque. Alors, c'est pas jouer un rôle,
c'est juste penser à comment je vais m'y prendre et comment je vais oser me montrer moi. C'est jouer son propre rôle. Est-ce que tu peux nous parler de la première fois où tu es montée sur scène en tant que conférencière? Oui, oui, bien sûr, bien jouer sûr. ton rôle. Bien sûr. C'est, on ne dirait pas me voir, mais quand j'étais en Angleterre pendant des années, j'ai suivi des cours de danse classique. Et j'aimais bien ça. Et un jour, à mon école, le spectacle fin d'année, la fête de la fin de l'année, à l'école, on me demande de faire un numéro de ballet. Donc, ils avaient le piano, c'était atroce quand j'y pense, mais je revois cette scène. Donc, comme ça, je sais que c'était important. Parce que, comme on faisait des spectacles, des concerts, on avait nos costumes. Alors, j'avais le tutu. Le tutu, c'était bleu nuit, il y avait des étoiles, comme ma maman avait cousu. Et j'avais comment ça s'appelle? Un truc de magique. Une baguette magique. Alors, donc, je sors sur scène. Et là, devant moi, il y avait mes copains d'école qui avaient 5, 6, 7, 8, 9 ans. Et à cet âge-là, on est vite impressionné parce que je suis sortie sur scène et ils me connaissaient. Mais j'étais sur scène et j'avais le tutu, j'avais la baguette. Ils ont tous fait « Oh !» Et je fais ça. Je veux toujours cet effet. Waouh! Ah! Mais qu'est-ce qu'elle nous dit là? Right. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Qu'est-ce que c'est qu'elle partage avec nous? C'est un effet qui va vraiment avoir des résultats. Si le directeur qui fait sa réunion de marketing, s'il arrive à produire là, de la part de ses collaborateurs, quel est l'engagement qui vient avec ce sentiment? Quel est le lien émotionnel qui saura produire à travers ces mots? Parce que quand on parle en public, si c'est juste pour faire comme tout le monde, si c'est juste pour transmettre des informations, autant leur donner le papier. Oui. T'as même pas besoin de venir. Voilà. Mais si tu es là, c'est pour qu'il se produise quelque chose, non? Pour qu'il y ait cet engagement émotionnel. Oui. Alors, tu connais sûrement la citation de j'ai appris que les gens vont oublier ce que tu leur dis, ils vont oublier ce que tu leur fais, mais ils n'oublieront jamais ce que tu leur fais. Bon, je passe à un autre sujet. Je vais te parler du Speak Show que tu as créé. Oui. Est-ce que tu peux nous... Alors, donc, je t'ai dit qu'aujourd'hui, je passe ma vie à coacher des gens à parler en public, à donner des conférences moi-même et à animer. C'est parce que ça, j'aime beaucoup. Voilà, tu as le même effet, mais en plus interactif. Oui. Et donc, l'activité de prof d'anglais que j'ai trouvé intellectuellement intéressante pendant un temps, mais au bout d'un temps, j'avais envie donc de passer à autre chose. Oui. Mais comme donc j'avais créé une société de formation et on a toujours cette activité de formation en langue, toutes les langues, pas que l'anglais, je m'aperçois que il y a tout un dialogue que on se crée quand on est confronté à la nécessité de s'exprimer dans une langue étrangère. Et donc, le dialogue interne, c'est quelque chose comme « je suis nul, ils vont rien comprendre, que vont-ils penser de moi? J'ai oublié ça, alors, on se dit des tas de choses négatives. Et un jour, je me suis dit, si on enlevait cette espèce de dialogue, si on enlevait toutes les pensées négatives, si on surmontait les croyances limitantes,
il restera l'anglais, tout l'anglais, les 7, 8, 9 ans d'anglais qu'on avait fait à l'école. Et je me suis dit, il y avait un mot qui m'a beaucoup frappé et qui continue à me frapper, et le mot c'est edutainment. Alors c'est le mélange entre éducation, formation, and entertainment, divertissement. Edutainment, c'est qu'on forme en distrayant les gens. Où est-ce qu'on les distrait? Au théâtre. On les distrait au théâtre, et quand on va au théâtre, il y a une lumière tamisée. On est bien assis. Parfois. C'est bien choisi le théâtre. On a un a priori positif. Waouh, je vais passer un bon moment. Et puis, donc, si j'arrive avec ma baguette magique et je leur fais rire, je leur fais faire des choses qui sont pas difficiles. Je ne vais pas les faire monter sur scène, hein, mais je vais faire des choses qui sont très, très bizarres avec la personne à côté, avec l'autre personne à côté, avec la personne derrière. Je vais leur prouver qu'ils savent déjà comprendre un paquet de trucs en anglais et que la personne à côté ne va pas rire au nez, ne va pas leur dire parce que la personne à côté est là pour la même raison. Hein? Alors, et si maintenant que je suis conférencière, je connais les gens qui peuvent donner des conférences, qui renforcent ce message, qui peuvent donner des conférences sur mon plus grand défaut, c'est mon meilleur handicap. Ben oui, t'as un accent français. Youpi! C'est super, c'est pas un problème, c'est un avantage. En quoi? Tu savais pas? Non. Oh, bon, je te l'apprends. Tu me parles en anglais avec un accent français. Je vais dire, oh, quelle élégance! L'histoire, le parfum, la mode, le sex appeal. Hein? Et donc, au niveau inconscient, l'accent français, c'est comme ça. Eh oui. Et je sais que dans tes oreilles, ça a l'air un peu ridicule. Tout comme l'accent de feu Jane Birkin sonnait ridicule à mes oreilles. Je disais, mais les gens ont l'air de trouver ça charmant. Pour moi, c'est un peu bizarre, c'est un peu gauche. Et l'accent français, comme ça pour toi, parce qu'on t'a déjà sonné, c'est my accent is terrible. Non, ton accent, c'est l'élégance, c'est charmant, c'est un atout. Right, il faut en profiter, il faut l'exploiter. Okay. Right. I love my accent. Of course, she's right. Love your accent, guys. Love it. Alors donc, j'ai mis ensemble un paquet de conférenciers extraordinaires, des chanteurs, des danseurs. Et puis au bout d'un moment, très vite, ils ont oublié que c'était en anglais. Ah, super. N'est-ce pas? Ben oui. Et puis, Covid, on a dû s'arrêter. On a essayé en ligne, c'était pas terrible, mais on a ressuscité le Speak Show l'année dernière et nous avons comme objectif de le refaire avant la fin de l'année dans un petit théâtre où on est bien assis, Très bien. Qui s'appelle le Grand Rex. Très bien. C'est notre ambition. Tu nous diras. Oui, je te tiendrai au courant. Ah bah oui. Bon, je vais passer à quelque chose de plus opérationnel, on va dire. La peur, le stress, le trac. Comment tu arrives à donner des conseils par rapport à ça aux personnes qui te disent, voilà, j'ai trop peur? Je suis coach aussi, hein, alors donc ça aide. Parce que j'ai eu la chance, le hasard d'avoir cette première expérience positive, d'être en scène. Alors donc, dans mon inconscient, être en scène, pour moi, est vraiment source de plaisir. Et si je prends le temps de me visualiser, c'est ce que je fais toujours, hein, avant chaque conférence, de me visualiser sur scène, dans un grand théâtre lyonnais, parisien, London, n'importe où, c'est toujours une expérience positive. Mais pour des personnes qui disent, mais que vont-ils penser de moi? La visualisation et l'association
avec une émotion positive est très, très, très puissant. Voilà. Alors, donc, on peut en parler, mais quelle est la pire des choses qui puissent arriver? Hein, c'est que les gens disent bouh, et bon, et alors? Mais ça, là, on est en train de raisonner au niveau intellectuel. Et ça marche pas très, très bien pour dépasser le trac. Hein. Alors, la visualisation, des exercices de respiration, et puis de créer des rituels avant de monter sur scène. T'en as un, toi? C'est-à-dire, j'en ai un paquet, évidemment. C'est-à-dire que il y a ce moment avant de monter sur scène. J'ai oublié. Toujours aller voir le lieu où tu vas te produire. Toujours. Tu montes sur scène, tu imagines des applaudissements, des bouquets de fleurs, des standing ovations. Tu te vois, tu te promènes de long en large, et là, tu prépares la chorégraphie de ton discours. Alors, le discours, tu l'as tellement bien préparé avec moi que tu sais que tout est en place. Il n'y a plus que cette préparation psychologique pour surmonter le trac. Tu viens d'investir les lieux. Ensuite, tu crées le rituel avant d'aller sur scène. Et le rituel va consister à faire à passer en revue tout ton corps. Tout est là. J'ai rien oublié, oui, 5 doigts, le nez est toujours là. Et les pieds qui touchent par terre, très très important. Les pieds qui te permettent de t'enraciner, de te tenir droit, d'avoir les épaules en arrière, le regard vers la ligne bleue des Vosges, et de respirer. Et là, tu passes à la respiration, qui contrôle toujours le trac. Quand tu es concentré sur la respiration, boum, 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 ça s'en va, t'es bien. Et puis, tu te visualises en train d'y aller. Mais il y a cette répétition physique. Tu te souviens de ce que je t'ai dit au début? C'est pas simplement qu'est-ce que je vais dire, c'est comment je vais être. Comment je vais marcher sur scène. Je vais prendre combien de pas pour aller vers la personne qui me présente. Ça, tu le prépares? Oui, ça. Oui, okay. Tout. On n'oublie rien. Et donc, le fait de dire, bon, j'ai 8 pas, dans ma tête, 1, 2, 1, ça me calme, ça me fixe et ça me relie à la préparation que j'ai faite. Ok. Il y a de la place pour l'improvisation quand même? Oui, mais les meilleures improvisations sont toujours celles qui sont très bien préparées. Right. Il y a la préparation physique. Si tu es bien dans ton corps, si tu es bien. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être Miss Monde. Tu n'as pas besoin. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu n'as même pas besoin d'avoir ton jeune âge. C'est que si tu es bien, Merci. Si tu es bien à tout âge, tu es bien avec toi-même, tu sors sur scène. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Quelle est la question que tu vas me dire auquel j'avais pas pensé, à laquelle j'avais pas pensé? C'est exactement la question que j'allais te poser. C'est rigolo. J'aurais aimé que tu me poses de mon sujet, parce que quand vous mettez des conférences ensemble, c'est quoi ton sujet? Moi, c'est l'engagement. Moi, c'est l'amour au travail. Mais je t'ai déjà donné, je t'ai dit, c'est comment bien utiliser son énergie, comment se dépasser, comment se faire plaisir. Alors, je suis en train de réfléchir très très fort, très très vite pour essayer, parce que tu m'as posé un paquet de questions, oui. Et même j'ai répondu à des questions que tu n'avais pas posées. Oui, merci. Tu peux me... Voilà, pose-moi la question. Pourquoi Lyon? Pourquoi Lyon? Pourquoi Lyon et pas Paris ou Bordeaux, Nice ou... Parce que la France, c'est vraiment un beau pays. Et chaque ville est plus attrayante que la précédente. Et entre la montagne et la campagne et les collines et la mer, enfin... Et la gastronomie. Voilà, Lyon, c'est mieux. Mais oui. Mais j'ai cru comprendre que tu aimais bien les assiettes. Alors à Lyon, on est plutôt bien servi. Je vais te dire que pendant de longues années, le siège de mon entreprise était parisien. Oui.
Parce qu'on est en France, il faut avoir le siège à Paris. Bon, plus maintenant. Je l'ai transféré à Lyon. C'est plus facile. Mais cela voulait dire que j'allais à Paris toutes les semaines. J'ai pas ma carte grand voyageur, hein, j'ai ma carte très, 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 très grand voyageur. Et c'est un plaisir d'aller à Paris, qui est une ville extraordinaire. Il y a le buzz, il y a une vie culturelle qui est quand même plus importante qu'à Lyon. Mais Lyon, c'est tellement facile à vivre. Alors, je vais te proposer un mini-jeu dans lequel je vais te poser des questions et toi, tu vas me répondre en un seul mot. Ok. Ça te convient? Bon, c'est dur ça. Ça va aller. Go. Ton rituel de préparation en un seul mot. Méditation. Le mot que tu prononces le plus souvent en public. Amazing. Amazing. Un obstacle ou une crainte à surmonter lors des prises de parole. Ok, ça marche, ça fonctionne. Un mentor ou un modèle inspirant, en un mot. Oh non. Je ne veux fâcher personne. Alors je vais tricher. Parce que je vais pas donner un conférencier américain ou britannique. Et il y a tellement de conférenciers qui sont fabuleux en France. Mais il y en a un qui a quelque chose que je n'ai pas encore. C'est l'utilisation. Et là, lorsque je parle de lui, je fais un effort pour faire de la variété vocale et pour avoir une plus jolie voix. Et là, je suis vraiment en extase toujours devant la voix de Thierry Vatelet. Tu connais? Oui. Ah, ben voilà, tu comprends alors. Merci. Un outil essentiel pour capter l'attention. L'énergie. L'énergie. Une qualité indispensable pour un orateur. L'envie de plaire. Envie de plaire. Ta plus grande force en tant qu'oratrice. J'aime les gens. Un mot qui décrit ton ressenti avant de monter sur scène. Excitation. Ta collation préférée avant une prise de parole. De l'eau. Et un mot pour décrire la clé du succès en prise de parole. Vouloir. Et pouvoir. Merci, Carole. Ok, thank you. Merci beaucoup. Merci pour cette interview et à bientôt sur À Haute Voix. Ok, bye bye everyone. Bye.